S'il vous plaît, monsieur, posez votre arme immédiatement. La voix venait troubler l'atmosphère paisible de l'après-midi par sa vigueur juvénile, son ton sec et sa pointe d'arrogance. Patrick Snyder, âgé de 83 ans, ne montrait aucun signe de crainte. Il ne prêtait aucune attention à ce qui se passait au-dessus de lui, même si elles étaient marquées par le temps et couvertes de taches de vieillesse. Ses mains étaient solides comme le roc, tandis qu'il passait une serviette lisse et imprégnée d'huile sur la crosse, en noyé du fusil posé sur ses genoux. L'acier rouillé du canon et le bois poli étaient éclaboussés par la lumière chaude et douce du soleil qui filtrait à travers les feuilles du grand chêne au milieu de la cour. Assis sur un banc en pierre simple, il dégageait un air calme, celui d'un homme satisfait de son travail. Les deux silhouettes qui planaient au-dessus de lui, cependant, étaient loin d'être tranquilles. Les membres de la sécurité privée de la maison de retraite Tranquil Pine Senior Living Community portaient de leur uniforme bleu foncé caractéristique. Le plus jeune, qui parlait, s'appelait Mark. D'après son badge, il adoptait une posture rigide et agressive, peut-être inspirée d'un film de formation, et se tenait debout, les jambes écartées. Son compagnon, plus grand et plus âgé, dont le badge indiquait Dave, recula d'un pas, son visage trahissant plus de fatigue que d'agressivité. « Très bien, monsieur. Vous m'avez entendu ?» La voix de Mark s'éleva alors qu'il insistait. « C'est la propriété du propriétaire. » Il fit un geste de la mâchoire vers l'arme, comme si cela l'irritait. Il était clair qu'il ne supportait pas que vous soyez ici avec ça. Après un long et laborieux passage avec le tissu, Patrick termina. Il releva enfin la tête à ce moment-là. Ses yeux brillants et d'une droiture déconcertante étaient d'un bleu pâle et délavé. Ils étaient imperturbables. Sans colère et indifférent, il se contentait d'observer, remarquant le pantalon bien repassé du jeune homme, ses chaussures brillantes et les signes subtils de nervosité dans son langage corporel. « C'est une belle journée, mon garçon ?» dit Patrick d'une voix presque nasillarde. « Je ne fais que désinfecter mon arme. L'humidité gêne son fonctionnement. » Mark ne put s'empêcher de rire, incrédule. Est-ce l'humidité? Ce sont peut-être les grenouilles qui coassent, ou peut-être pas. Les règles sont claires, pas d'armes dans les espaces communs. Permettez-moi de vous poser cette question une fois de plus. Posez ça, dit Patrick, les yeux glissant sur Mark pour se poser sur l'herbe bien taillée et les rosiers. Quelques citoyens à proximité avaient assisté à l'altercation. Madame Gable, des Dosbé, s'agrippa à son sac à main et interrompit sa promenade tranquille. Se redressant, Chen s'occupa de ses azalées primées, laissant tomber la petite pelle qu'il tenait à la main. Les activités programmées et le silence respectueux régnaient ici. Deux soldats en uniforme se tenèrent de manière inquiétante au-dessus du paisible Patrick Snyder. Brisant leur existence idyllique, ce fusil n'a pas été utilisé depuis un demi-siècle, dit Patrick d'un ton posé, reportant son attention sur l'arme, aussi naturellement qu'il serrait la main. Ses doigts caressaient une ligne de lettres faiblement gravée sur la crosse. La patience de Mark s'épuisait et il dit brusquement « C'est une arme à feu ?» À ce stade, l'objet en question était davantage un artefact historique qu'une arme. Les résidents déconcertés parce qu'ils avaient égaré leurs clés ou parce que la télévision de leurs voisins était trop forte n'était pas une nouveauté pour lui. Sa fierté était blessée par cette nouvelle défiance calme et inflexible. Il s'avança vers Patrick, projetant son ombre sur lui. « Maintenant que vous êtes résident, vous devez également respecter le règlement. Pour moi, ce n'est qu'une question d'affaires. S'il vous plaît, rendez-le, dit Dave. Le gardien le plus âgé, en ajustant son poids, il dit à Mark, du calme, d'une voix suffisamment basse pour que seul son compagnon puisse l'entendre. C'est seulement parce qu'il est âgé. Un murmure furieux s'échappa des lèvres de Mark alors qu'il répliquait. Il enfreint les règles, Dave. On lui a suggéré de ramener l'objet dans sa chambre. Nous avons décidé de fermer les yeux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un installe un stand de tir près de l'étang au canard. Il se redressa, reprenant son attitude publique. Votre refus de coopérer a été constaté. Monsieur, pour des raisons de sécurité, je vous demande de me fournir votre carte de résident et de me remettre l'arme à feu. Patrick poussa un gémissement doux et là, avec beaucoup de précaution, il posa l'arme sur le siège à côté de lui et posa le chiffon de nettoyage. Il garda cela pour lui. Ensuite, il sortit sa carte de résident d'un portefeuille en cuir usé et l'ouvrit pour révéler une pochette en plastique transparent. Il la montra à Mark en la lui tendant. La petite foule de locaux, qui ne cessait de grossir, eut le souffle coupé à l'unisson lorsque Mark prit le portefeuille de Patrick. Dans un geste outrageant de mépris, d'un geste saccadé et intrusif, il inspecta la carte d'identité et lut
Patrick Snyder, chambre 3G. Il continua à feuilleter les autres sections du portefeuille. C'est ridicule. Avec un froncement de sourcils, il retira un morceau de tissu froissé et usé, un petit écusson usé avec un emblème inconnu. Tu fais le soldat alors que tu vieillis. Pendant un bref instant, l'expression de Patrick se figea. Un courant profond et glacial coulait sous la surface placide de l'eau. Tandis que la surface ondulait, il parla d'une voix plus dure, plus tranchante, disant « Remettez ça en place », après que sa voix eut perdu son agréable râle, et ensuite, avec un sourire malicieux, Marc lança un défi. Il savourait la sensation de dominer le vieil homme qui avait l'audace de s'opposer à lui. Les autres occupants semblaient le fixer du regard, et il crut à tort que leurs expressions choquées étaient des marques d'appréciation. « Oserez-vous opposer votre petit pistolet à mon arme dans un duel ?» Il fit alors un autre geste de la main vers l'arme posée sur le banc, il baissa la tête et regarda le récepteur. « Je ne comprends pas l'écriture. Un projet appelé Ivory Serpent. Ce sont ceux d'entre nous qui ne le sont pas. Quelle absurdité ridicule est cela? Y a-t-il un groupe réservé aux anciens ?» Il tendit la main, ses doigts effleurant la gravure, contaminant l'huile que Patrick avait soigneusement versée. Cette touche franchit une dernière ligne. Patrick se perdit à cet instant, inconscient de la cour, du garde souriant et des expressions inquiètes sur les visages de ses voisins. L'arôme piquant et métallique du sang et de la cordite remplaça brusquement l'arôme de l'huile à canon. Alors qu'il s'enfonçait dans une forêt à 3 étages, le soleil agréable se transforma en une chaleur étouffante et suffocante. Le bruit paisible de la maison commença à être remplacé par le bourdonnement des insectes et le bruit lointain et terrifiant des coups de feu. Au lieu de se reposer sur le siège à côté de lui, il sentit le poids familier du fusil s'appuyer sur son épaule, la crosse appuyant fermement sur sa joue. Le visage d'une jeune femme attira son attention, elle avait tout juste 20 ans, et ses traits étaient marqués par des taches de rousseur, un nez cassé et mal remis en place, et de grands yeux fidèles. « Miller !» Un jeune garçon. « Vas-y. »« Pat !» entendit-il la voix dire une fois de plus, cette fois dans le silence de la nuit. « Ne laisse aucune trace derrière toi. »« Pars !» L'éclair qui illumina un terrain lointain et sombre dura moins d'1 seconde. Mais il laissa derrière lui un grondement. Dès qu'il cligna des yeux, la cour redevint nette. Marc resta en position. Serrant son arme, involontairement, la main de Patrick se tendit et saisit le poignet du jeune garde. Un homme dont les mains n'avaient connu que le travail acharné et une détermination encore plus forte avait une poigne incroyable, pas violente, mais incroyablement forte. Son apparence frêle contrastait avec la puissance stupéfiante de sa prise. Plus sous le choc que par douleur, Marc poussa un cri et tenta de dégager son poignet. « Envan, tu ne toucheras plus jamais à ce fusil », remarqua Patrick d'une voix parfaitement dénuée d'émotion. C'était plus effrayant que s'il avait crié. Une jeune femme du nom de Sarah avait vu suffisamment de choses depuis l'autre côté de la cour. Elle rendait visite à son grand-père dans l'aile réservée aux personnes atteintes de troubles de la mémoire et se dirigeait vers le parking en traversant la cour. Outre l'hostilité croissante, elle vit les gardes et le vieil homme paisible. Ses yeux virent Marc voler le portefeuille et se moquer du patch. La réaction du vieil homme lui apparut clairement lorsqu'elle le vit poser ses mains sur l'arme. Son père avait été 2 fois en Irak pour son travail. Ce genre de choses lui appartenait. Ce qui semblait être des déchets pour le monde extérieur était en réalité des objets inestimables. Il était évident pour elle qu'elle était témoin d'une infraction. Sarah sortit son téléphone tandis que Marc se débattait contre Patrick et que Dave hésitait, ne sachant pas comment désamorcer la situation sans contrarier son partenaire. La femme s'abstint d'appeler les services d'urgence. Personne au siège de la communauté ne répondit à son appel. Son doigt glissa sur sa liste de contacts jusqu'à ce qu'elle trouve un numéro qu'elle avait enregistré sous « En cas d'urgence », c'était le numéro d'un colonel chargé des relations publiques à Fort Bragg, un homme qu'elle avait rencontré lors d'une conférence familiale pour les vétérans Gold Star il y a quelques années. « Appelez-moi, de jour comme de nuit. Si vous voyez un soldat ou un vétéran subir un traitement injuste, lui avait-il dit. Elle n'avait jamais eu l'intention de l'utiliser, le cœur battant à tout rompre. Elle appuya sur le bouton d'appel et se cacha derrière un grand sapin en peau. Elle se présenta comme Sarah Jenkins et déclara « Bureau du colonel Matson ». Sa voix était basse et tendue. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2019. À cette occasion, il m'avait demandé de le contacter si je voyais quoi que ce soit. Je demandais à mademoiselle Jenkins « Quel genre de choses ?»« Je suis à la maison de retraite Tranquil Pines à Fayetteville », répondit-elle, le regard rivé sur la scène qui se déroulait devant elle. Un ancien combattant vit ici, et les agents de sécurité le harcèlent. Ils essaient de lui prendre son arme à feu. Je comprends.
Il était seulement en train de la nettoyer. Selon mademoiselle Jenkins, le terme « harcèlement » est trop fort. S'agit-il de violence physique? C'est l'un des deux, dit-elle avec certitude. Il le provoque, il a cherché à prendre son portefeuille, il tend la main et touche l'arme de l'homme. Patrick Snyder est le nom du vieil homme. Elle s'interrompit, essayant de se souvenir des paroles du garde. D'autre part, l'arme porte une gravure. Elle fut lue à haute voix par le garde. Il mentionna le projet Ivory Serpent. Nous qui ne sommes pas, son interlocuteur resta silencieux. Sarah crut bêtement que la communication avait été coupée pendant un instant. La personne avec laquelle elle conversait était complètement immobile. Même si elle pouvait distinguer au loin des voix, la voix s'était transformée en « Mademoiselle Jenkins ». Au moment où elle parlait, un intense sentiment d'urgence concentrée avait remplacé le détachement professionnel. Elle se mit alors à énumérer les noms. Patrick Snyder et projet Serpent d'Ivoire. Sous forme de gravure, Mademoiselle Jenkins, nous qui ne le sommes pas devons rester en ligne. Continuez à parler. Pouvez-vous préciser où vous vous trouvez? La voix légèrement tremblante, Sarah répéta l'adresse. À ce moment-là, elle eut l'impression d'avoir fait exploser une grenade. Restez concentré sur M. Snyder, dit la voix. Est-il en sécurité pour le moment? Curieuse. Sarah jeta un œil derrière l'arbre. Le garde tente de le maîtriser. Il n'arrive pas à passer le vieil homme. Mademoiselle Jenkins, les secours sont en route. Il ne fait que s'accrocher. La connexion restait active, mais elle pouvait entendre un cri étouffé de l'autre côté, promettant que les secours arriveraient plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Allez immédiatement chercher le général. Avertissez-le que c'est le cri du serpent d'ivoire. Qu'il soit en présence d'une divinité m'importe peu. Allez le chercher. Un général 2 étoiles était absorbé par une présentation clinique sur la préparation logistique dans une salle de briefing stérile et sans fenêtre à Fort Bragg, lorsque soudain, la porte s'ouvrit en grand. Dans l'embrasure apparut un colonel, le visage pâle comme un linge, l'oreille collée à un téléphone. Ce faisant, il ignora toutes les règles de respect de l'autorité militaire. « Général Pierce, monsieur », dit-il avec un accent. Le général, réputé pour son sang-froid, lança un regard noir au colonel, sa voix trahissant la gravité de la situation. Lorsqu'on lui demanda s'il s'agissait du début de la Troisième Guerre mondiale, Madson répondit « Cela pourrait bien être le cas, monsieur », puis entra dans la pièce. Un témoin civil à Fayetteville a témoigné. La sécurité privée retient actuellement un homme âgé nommé Patrick Snyder, a-t-il déclaré, marquant une pause pour reprendre son souffle. « Excusez-moi, mais j'essaie de récupérer votre fusil. Monsieur, celui sur lequel est gravé Project Ivory Serpent. » La température dans la pièce est tombée à 0. Le masque d'autorité sévère qui recouvrait le visage du général semblait se désintégrer, puis se reformer en l'espace d'un battement de cœur. Dans les recoins les plus secrets des opérations spéciales, le nom et la désignation du projet étaient prononcés comme les mots d'un conte fantomatique. D'un conte légendaire, ils étaient censés être fictifs. Personne à la maison de retraite n'aurait dû les porter. Avec un bruit sourd, le général Pierce se leva de sa chaise et se mit debout. Il vit les jeunes officiers présents, perplexes et inquiets. « Tout le monde dehors » dit-il d'une voix grave et grondante. Quelques secondes après avoir entendu « Madson ». Vous restez, la pièce devint silencieuse. Prenant le téléphone des mains du colonel, le général s'avança vers lui. « Bonjour, je m'appelle Général Pierce. Je ne sais pas à qui je parle. » Les yeux fermés, il écouta pendant un moment. « Très bien. Mademoiselle Jenkins, je dois dire que vous avez fait un excellent travail. Continuez à surveiller, dit-il à Madson en lui rendant le téléphone. Veuillez me procurer immédiatement une image satellite de cet endroit, ordonna-t-il à son assistant, qui montait la garde devant la porte. Brisez le code QRF. Il y a 5 minutes, j'aurais préféré voir 2 oiseaux dans le ciel. Des uniformes sans insigne. L'accent est mis sur la propreté, monsieur, balbutia l'assistant. Une unité d'intervention rapide pour une perturbation impliquant des civils. Je vais les accompagner. L'assistant n'avait jamais vu une telle intensité dans les yeux du général Pierce lorsqu'il se retourna brusquement. Il avertit, d'une voix étrangement basse, que l'individu en question n'était pas un civil nuisible. Les fondements de tout ce commandement avaient été posés par cet individu. Je vous expulserai personnellement de l'un de ces hélicoptères jusqu'à ce que vous les fassiez décoller. Marc avait finalement brisé l'emprise de Patrick dans la cour baignée de soleil en tirant son bras dans un angle étrange. Une paire de menottes pendait désormais de ses poignets de manière intimidante. « C'est tout. Grand-père, tu vas entrer ?» siffla Marc, le visage rouge de colère et d'épuisement. « Tu m'as attaqué. Tu mets en danger non seulement toi-même, mais aussi d'autres personnes.
Nous te fournirons une chambre paisible en centre-ville pour ton évaluation. Finalement, Dave tendit la main et la posa sur l'épaule de Mark. Peut-être qu'ils auront du pudding pour eux. Arrête, Mark. C'est excessif. Appelle les flics et laisse-les s'en occuper. Je m'en occupe, dit Mark en repoussant la main de son partenaire. Les menottes à la main. Il s'est dirigé vers Patrick. Un cri de panique s'est échappé des autres habitants. Patrick s'est rendu sans problème. Sans bouger d'un pouce, il a fixé intensément au-delà des terrains parfaitement entretenus de Tranquil Pines. Il semblait avoir accepté cela comme une humiliation de plus dans une vie qui en était remplie. Soudain, un bruit s'est fait entendre, un bruit répétitif de coups, à peine audible par-dessus le chant des oiseaux, et rapidement devenu beaucoup plus fort, ce havre de paix suburbain fut envahi par un martèlement sinistre et guttural qui fit frissonner tout le monde. En voyant le ciel, toutes les têtes dans la cour se tournèrent. 2 hélicoptères noirs non identifiés se rapprochaient d'eux à une vitesse incroyable. Ils ne glissaient pas vers le lotissement, mais fonçaient droit dessus. Ils ont survolé l'héliport de l'hôpital adjacent et se sont dirigés droit vers la grande pelouse immaculée qui séparait le bâtiment principal des cottages indépendants. Tout d'abord, le vent violent provoqué par le rotor a balayé la cour, projetant les casquettes des habitants en l'air, dispersant les outils de jardinage et fouettant leurs vêtements contre leur corps. Le bruit était si fort qu'il faisait mal aux oreilles et au cerveau. L'hélicoptère n'a pas réussi à atterrir. Avec une précision étonnante, il s'est maintenu en vol stationnaire à seulement 3 mètres du sol. De grosses cordes pendaient jusqu'au sol tandis que les portes latérales s'ouvraient. Un groupe d'hommes est descendu avant que quiconque ait pu comprendre ce qui se passait. Vêtus d'uniformes militaires gris aseptiques et le visage couvert de lunettes et de casques. Ils se déplaçaient avec une élégance fluide et prédatrice. Avec une efficacité effrayante, ils se sont dispersés après avoir touché le sol. Formant un périmètre solide, ils étaient armés, mais gardaient leurs armes baissées et prêtes à l'emploi. Se déplaçant avec économie et précision, toute leur attention était fixée sur l'hélicoptère de tête, sans se soucier des expressions perplexes des habitants et des gardes de sécurité. Un individu solitaire est descendu de l'hélicoptère en utilisant un escalier plutôt qu'une corde. Vêtu d'un uniforme d'opération simple et sans fioritures, cet homme imposant, âgé d'une 50aine d'années, dégageait une aura de domination totale. C'était le général Pierce. Traversant la cour, il se pencha sur l'herbe, ses bottes se fondant dans la cacophonie. Il fixait Patrick Snyder du regard. Se dirigeant droit vers l'altercation près du banc, il traversa le cordon que ces hommes avaient mis en place. Mark et Dave se figèrent, leur petite dispute devenant complètement inutile. Contrastant avec cette démonstration colossale de meurtre expert, ils ressemblaient à des petites filles jouant à se déguiser. Le général Pierce s'arrêta à quelques mètres de Patrick. Il ne regarda pas les gardes de sécurité recroquevillés, il ne regarda pas la foule qui le dévisageait. Son regard se posa sur le fusil posé sur le banc, il se pencha légèrement, ses yeux scrutant la gravure effacée sur la crosse, il lut les mots « Projet serpent d'ivoire ». Nous qui ne sommes pas, et son visage sévère, endurci par les combats, s'adoucit pour prendre une expression de pure et authentique admiration. Il se redressa, le dos raide comme un bâton. Il porta la main à son front dans un salut si net, si parfait, qu'il semblait couper l'air. Ce n'était pas le geste superficiel d'un officier supérieur. C'était le salut d'un disciple à son maître, d'un croyant en présence d'un saint vivant. « M. Snyder » tonna la voix du général, couvrant le bruit des pales de l'hélicoptère. Général Alan Pierce. Armée des États-Unis, c'est un honneur. Monsieur, un immense honneur. Patrick regarda le général, une lueur de reconnaissance dans ses yeux bleu pâle. Il hocha lentement la tête, d'un air fatigué, tel un roi saluant un sujet loyal. Le général maintint son salut pendant un long moment avant de baisser la main. Il se tourna ensuite vers l'assemblée perplexe des résidents et les gardes de sécurité terrifiés. Sa voix prit un ton formel et déclamatoire, comme s'il prononçait l'éloge funèbre d'un héros qui, contre toute attente, était encore en vie. Pour ceux qui ne comprennent pas ce dont ils sont témoins, commença-t-il d'une voix autoritaire. Laissez-moi être clair. Vous êtes en présence d'un fantôme, un homme dont le nom est un mythe dans les couloirs où je marche. Cet homme, Patrick Snyder, était l'un des membres fondateurs d'une unité spéciale qui, à toutes fins officielles, n'a jamais existé. Il fit un geste vers les soldats imposants et silencieux alignés sur la pelouse. Les opérateurs que vous voyez ici, les hommes que vous connaissez sous le nom de Delta Force, les soldats les plus élitistes au monde, ne sont que l'évolution de ce qu'il a commencé. Ils marchent sur les traces que lui et une poignée d'autres hommes ont tracées dans la jungle avec rien d'autre que leur courage et leur lame. Son regard se posa sur Mark.
et la température sembla baisser encore de 20 degrés. Cet homme et son équipe ont entrepris des missions si sensibles, si dangereuses, qu'elles étaient totalement niables. Ils n'avaient aucun soutien, aucun secours, aucune reconnaissance. Ils opéraient dans les coins les plus sombres de la guerre froide, empêchant des conflits dont vous n'avez jamais entendu parler dans vos livres d'histoire. Ils ont sauvé des milliers de vies, des nations entières, et votre histoire ne mentionnera jamais leur nom. Ils étaient des fantômes. Ils étaient un murmure dans le vent. Il a pointé du doigt le fusil posé sur le banc, et cette arme, ce n'est pas seulement un fusil, c'est une relique. C'est l'un des 6 fusils originaux commandés pour le projet Ivory Serpent. C'est un morceau de l'histoire américaine plus important que la moitié des pièces exposées au Smithsonian. La gravure qui y figure était leur devise. Nous qui ne sommes pas, car aux yeux de leur pays, ils n'existaient pas, mais ils étaient là. Et Dieu merci, ils étaient là. Un profond silence s'abattit sur la cour. Seulement rompu par le vrombissement des pales du rotor, les résidents fixèrent Patrick, cet homme discret qu'ils connaissaient pour l'avoir croisé lors de dîners potluck et de soirées bingo, et le virent pour la première fois. Ils ne virent pas un vieil homme frêle, mais un pilier de l'histoire, un gardien silencieux qui avait traversé le feu pour qu'ils puissent vivre en paix. Le général tourna toute son attention vers Mark et Dave, qui semblaient se recroqueviller sous son regard. Il n'éleva pas la voix, il n'en avait pas besoin. Ses mots étaient bas, précis, et ils coupaient comme des éclats de glace. « Vous, dit-il en fixant Mark du regard, vous êtes une honte. Vous portez un uniforme et vous projetez une image d'autorité, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'est le véritable service. Vous avez confondu l'âge avec la faiblesse. Vous avez confondu le silence avec la soumission. Vous avez levé la main sur un homme qui a plus d'honneur dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais dans toute votre pathétique existence. Vous avez failli à votre devoir de toutes les manières imaginables. » Il regarda Mark, puis Dave. « Le contrat de votre entreprise pour assurer la sécurité de cette installation est actuellement en cours de révision et je vous assure que mon processus de révision est extrêmement rigoureux. Vous pouvez vous attendre à un appel de mon bureau ?» Il se tourna à nouveau vers Patrick, son attitude s'adoucissant une fois de plus, mais avant qu'il n'ait pu parler, Patrick leva la main, un geste discret qui néanmoins arrêta le général dans son élan. Patrick s'avança et regarda Mark, dont le visage était un masque pâle et en sueur de peur et d'humiliation. Il ne faisait que son travail. « Général, » dit Patrick, sa voix redevenant douce, « un peu trop de vinaigre, pas assez de miel. Peut-être, mais il est jeune. Nous avons tous été jeunes un jour, n'est-ce pas, plein d'ardeur. » Certain de tout savoir, la grâce de ce moment était bouleversante. Le simple geste de pardon de Patrick était une condamnation plus puissante du comportement de Mark que ne pouvait l'être la tirade du général. Cela montrait la profonde différence entre eux. L'un était un garçon qui jouait au pouvoir. L'autre était un homme qui avait exercé un véritable pouvoir et avait appris la valeur de la miséricorde. Le regard de Patrick se posa sur le fusil posé sur le banc, et pendant un bref instant, la cour se dissipa à nouveau. Il n'avait pas 83 ans, mais 28. Il se tenait dans une baraque Quonset étouffante et sans fenêtre, dans un endroit qui ne figurait sur aucune carte. Un homme aux yeux d'aigle et au visage marqué par 3 guerres. Un colonel connu uniquement sous le nom de Henla, lui mettait ce fusil entre les mains. « Il est à toi maintenant. »« Pat !» avait dit le colonel d'une voix rauque, semblable à du gravier dans une boîte de conserve. « Il n'y en a que 6. Ils ne figureront jamais sur aucune liste d'inventaire. La gravure est destinée aux quelques personnes qui savent. Nous qui ne sommes pas, c'est un rappel. Si tu es capturé, si tu es tué, tu n'as jamais été là. Nous n'avons jamais été là. Tu es un fantôme. Va hanter nos ennemis. » Le souvenir s'estompa, ne laissant que la chaleur du soleil et le murmure tranquille du monde qu'il avait combattu pour protéger. Dans les semaines qui suivirent, les retombées furent rapides et décisives. La société de sécurité, soumise à une pression immense suite à un examen des contrats du ministère de la Défense, présenta des excuses publiques officielles à Patrick Snyder. Elle a mis en place un programme obligatoire de formation à la sensibilité et à la désescalade à l'intention des anciens combattants, conçu en consultation avec le bureau du général Pierce. Dave a été réaffecté. Mark a été licencié. Environ 1 mois plus tard, Patrick était assis à sa table habituelle dans un petit restaurant local, dégustant une tasse de café et une part de tarte aux pommes. La clochette au-dessus de la porte tinta, et Mark entra, non plus en uniforme, mais en jean et t-shirt délavé. Il semblait avoir maigri, et son arrogance avait disparu. Remplacé par une profonde lassitude, il aperçut Patrick et, pendant un instant, se figea,
comme s'il était prêt à s'enfuir. Puis il prit une profonde inspiration et se dirigea vers la table. Il resta là un long moment, se balançant d'un pied sur l'autre, incapable de croiser le regard de Patrick. Finalement, il fouilla dans sa poche, en sortit un billet de 20 $ et le posa sur la table. « C'est pour votre tarte, monsieur, » dit-il d'une voix à peine audible. « Et votre café? Je suis désolé pour tout. J'ai été idiot. » Patrick regarda le jeune homme, le remords sincère sur son visage. Il repoussa le billet de 20 $ sur la table. « Garde ton argent, mon garçon, » dit-il en lui indiquant le siège vide en face de lui. « Assieds-toi. Parle-moi de toi. » Marc hésita, puis s'assit lentement et prudemment dans la banquette. Une compréhension silencieuse passa entre eux, un moment de réconciliation forgé dans le creuset d'une leçon d'humilité apprise par l'un et enseignée avec grâce par l'autre. Les héros les plus discrets ont souvent le passé le plus lourd. Leur courage ne se trouve pas dans des paroles criées ou des médailles polies, mais dans la dignité silencieuse avec laquelle ils mènent leur vie. Si l'histoire du courage modeste de Patrick Snyder vous a ému, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui respecte nos anciens combattants et abonnez-vous à Vétérans de Valor pour découvrir d'autres histoires de braves.